Arrête d'attendre. Commence à produire des résultats. Il suffit d'une action simple, répétée avec intention pendant 7 jours pour transformer radicalement la façon dont tu te perçois. Et quand ton image de toi change, le monde entier commence à te répondre autrement. Les stoïciens le savaient. Ils savaient que la discipline silencieuse a plus de pouvoir que 1000 promesses criées sous l'impulsion. Ils savaient que les vrais résultats ne naissent pas de ce qui se passe autour, mais de la force que tu cultives à l'intérieur, dans ton esprit, dans ton corps et dans les décisions que tu prends chaque jour. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 habitudes stoïciennes, 7 outils pratiques qui agissent comme un bouclier contre le découragement, contre l'auto-sabotage, contre tout ce qui tente de te ramener à ce qui ne te sert plus. Ce sont des gestes simples, mais assez puissants pour réorienter ta trajectoire, restaurer ton énergie et te remettre sur le bon chemin. Parce qu'être productif, ce n'est pas faire plus, c'est cesser de gaspiller ta force dans ce qui ne fait que te ralentir. Tu peux dire que tu n'as pas le temps, mais le temps n'a pas disparu, il a été volé par les addictions, les distractions, les excuses que tu répètes toujours dès que tu commences à évoluer et que tu t'arrêtes en chemin. Si cela a réveillé quelque chose en toi, transforme cette étincelle en décision. Écris dans les commentaires, à partir d'aujourd'hui, je produis des résultats. Parce que le vrai tournant ne commence pas lundi. Il commence quand tu as le courage de briser l'ancien cycle et que tu construis avec clarté et intention une vie qui t'emmène plus loin. 1. Chaque action que tu fais révèle ta force qui vit en silence. Avant toute conquête extérieure, il y a un corps qui se met en mouvement. Rester immobile n'est pas du repos. En réalité, c'est un abandon déguisé. Ton corps est fait pour marcher, s'étendre, se lever, pousser, surmonter des résistances physiques, pas pour vivre courbé devant un écran en attendant que la motivation tombe du ciel. Bouger, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est un choix conscient de ne pas accepter la stagnation. C'est dire avec ton corps, je suis encore là et je ne vais pas m'abandonner. Beaucoup pensent que les stoïciens n'étaient que des penseurs silencieux. Mais la vérité, c'est qu'ils étaient des hommes d'action, physique et mentale. Marc Aurèle, par exemple, n'était pas seulement empereur de Rome, il était aussi général. Il pratiquait la lutte, la boxe et même la chasse. Sénèque s'imposait des bains glacés, défiant son propre corps dans l'inconfort. Et Socrate, le grand philosophe, marchait des kilomètres en silence, entraînant non seulement son esprit mais aussi sa résistance physique. Il savait que le corps est l'instrument de l'âme. Et si cet instrument est faible, désaccordé ou inerte, aucun plan mental ne peut prendre de la force. Il existe une histoire puissante à propos de l'ancien président américain Theodore Roosevelt. Enfant, il était asthmatique, fragile, sans force. Son père l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Tu as un esprit brillant, Théodore, mais tu dois renforcer ton corps. » Et ce garçon, à seulement 12 ans, a répondu « D'accord, je vais rendre mon corps fort. » Ce fut le début de la fameuse vie ardue et de la transformation d'un enfant malade en l'un des présidents les plus vigoureux de l'histoire. Sénèque écrivait aussi « Nous traitons le corps avec rigueur pour qu'il n'obéisse pas à la paresse de l'esprit. Car sans un corps solide, l'esprit cède plus facilement. Sans mouvement, tout se bloque, l'énergie, la discipline et même la clarté. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète, mais tu dois bouger, parce que l'inertie physique engendre une stagnation émotionnelle. Et celui qui vainc la paresse dans le corps commence à se vaincre lui-même. L'exercice est un terrain d'entraînement de la constance. Quand tu choisis de te bouger même sans en avoir envie, tu développes le muscle le plus important de ta vie, la discipline. Les personnes physiquement disciplinées ont tendance à être plus concentrées, plus productives, plus résilientes, car elles apprennent à résister à la tentation de la zone de confort. Si tu gagnes contre la paresse à l'entraînement, tu gagnes contre la paresse dans la vie. Alors fais un engagement avec ton propre élan de croissance. Pendant 7 jours, bouge-toi. Chaque jour. Cela peut être une marche, un étirement, une danse ou quelques respirations conscientes entre tes tâches. L'important, ce n'est pas l'intensité, c'est l'engagement. C'est le message que tu t'envoies à toi-même en bougeant. Je ne suis pas spectateur de ma vie, je suis un participant actif. Car un corps immobile habitue l'esprit à l'inertie, mais un corps en mouvement rallume l'énergie vitale. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète, ni de suivre une routine parfaite.
Ce qui transforme ton identité, c'est la répétition, la présence, la constance. Ces 7 jours ne sont pas une performance, ce sont un retour à la présence. C'est toi qui réapprends à prendre soin de ta base, non par vanité, mais par intégrité. À chaque fois que tu bouges, tu te dis intérieurement « Je refuse de vivre effacé. Je me lève, j'avance. » Et c'est ce geste, répété en silence, qui transforme ton corps d'un corps faible en un corps éveillé, un corps qui soutient, qui résiste, qui protège ta clarté mentale face au choc de la vie. Parce que quand tu bouges avec discipline, ton esprit commence à te faire confiance. Et c'est là que la transformation se produit. La fatigue devient énergie, l'apathie devient direction. Bouge-toi pendant 7 jours, même si le monde est à l'arrêt, même si la volonté flanche, même si personne ne te voit, ton corps t'écoute toujours et il répond avec plus de concentration, plus de force, plus de vitalité. Si cette décision commence déjà à vibrer en toi, écris en commentaire « Je choisis d'être fort, corps et esprit ». Comprends-le bien, quand ton corps répond avec fermeté, ton esprit apprend à faire confiance et les résultats commencent à surgir, là où, auparavant, il n'y avait que du vide et de la fatigue. 2. Réveille-toi avant que ton esprit ne commence à te saboter. Les journées qui donnent des résultats ne commencent pas avec de grandes idées. Elles commencent avec de petites décisions. Et la première d'entre elles est simple, mais puissante. Se lever. Il ne s'agit pas d'héroïsme ni de productivité toxique. Il s'agit d'entraîner ton esprit dès le réveil à se rappeler qui est aux commandes. Quand tu appuies sur le bouton « snooze », ce que tu dis à toi-même, même sans t'en rendre compte, c'est « aujourd'hui, je reporte »,« aujourd'hui, je repousse »,« aujourd'hui, je fuis ». Et ce schéma s'infiltre dans ton comportement comme une fissure silencieuse. Dans l'entraînement que tu sautes, dans le projet que tu repousses, dans le message auquel tu ne réponds pas, dans ce « oui » qui devient un « peut-être ». Parce que si tu commences ta journée en cédant, toutes les décisions suivantes risquent de suivre le même rythme, celui de la fuite. Marc Aurèle le savait. Il écrivait pour lui-même, dans ses pensées pour moi-même. Quand le réveil sonne et que le désir de rester au lit est fort, rappelle-toi que tu es fait pour l'action, pas pour te cacher sous les couvertures. Cette phrase si simple est un rappel brutal. Tu n'as pas été créé pour t'enterrer chaque jour dans le confort, mais pour construire ta force dans l'action. Se lever tôt, ce n'est pas se réveiller à 5 heures du matin, c'est vaincre la première impulsion qui t'éloigne de ce qui compte. Tu peux te réveiller à 6, à 7, à 8, l'heure importe peu, c'est le geste qui compte. Le geste de se lever avant que ton esprit ne commence à négocier avec la paresse. Pense à cela. L'esprit est comme un avocat créatif. Il va argumenter, justifier, rationaliser chaque excuse jusqu'à ce que tu sois convaincu que le mieux est de rester. Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'arguments, tu as besoin d'action. Se lever, c'est comme appuyer sur le bouton interne de la discipline. C'est dire à ton corps, maintenant, c'est le moment. Même sans envie, même avec le sommeil encore présent, car c'est dans ce premier geste du jour que tu entraînes le muscle de la décision. Et celui qui commence avec intention construit de la constance. Imagine un athlète, un guerrier, un leader. Ils n'attendent pas d'être motivés pour agir, ils bougent, et la motivation vient ensuite. Toi aussi, tu peux être ce genre de personne, quelqu'un qui bâtit sa confiance, non pas avec des promesses, mais avec des actes. Alors demain, quand l'alarme sonnera, lève-toi. Ne pense pas trop, ne laisse pas de place au doute. Lève-toi avec la fermeté de celui qui sait que le monde extérieur ne répond qu'à ceux qui ont déjà commencé à bouger à l'intérieur. Et si cette conscience commence déjà à vibrer en toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de commencer avec force ». Parce que la manière dont tu te réveilles détermine la manière dont tu avances. Et celui qui se lève avec fermeté termine sa journée avec direction. 3. Affronte aujourd'hui ce que tu repousses sans cesse. Sénèque disait que la plus grande tragédie de la vie, ce ne sont pas les erreurs commises, mais le temps gaspillé. La procrastination nous vole quelque chose qui ne revient jamais, le moment présent. Il est facile de dire « je le ferai demain, je m'en occupe plus tard, la semaine prochaine je commence ». Mais c'est là le mensonge le plus convaincant du monde. Il paraît inoffensif, et c'est précisément pour cela qu'il est si dangereux.
Il agit comme une forme lente d'autosabotage. Remettre à plus tard, c'est comme accumuler des déchets émotionnels. Chaque tâche ignorée devient un poids, un bruit, et occupe un espace mental précieux, le même espace que tu pourrais utiliser pour créer, agir et construire. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Tu pourrais être bon aujourd'hui, mais tu choisis de l'être demain. » Et ce choix, le demain, se répète tellement qu'un jour se transforme en des années. Et la vie n'attend pas autant que tu l'imagines. Les stoïciens croyaient que la valeur d'une action réside dans le présent. Si quelque chose mérite d'être fait, cela doit être fait maintenant. Procrastiner est une forme d'arrogance. C'est croire, sans aucune garantie, que le temps sera encore disponible plus tard, que ton énergie restera la même, que les circonstances seront idéales à un moment rêvé qui, au fond, tu sais bien, n'arrivera jamais. Tu as déjà vu ce qu'il se passe dans une maison que personne ne nettoie pendant des semaines? La saleté s'accumule lentement, jusqu'à ce que l'environnement devienne invivable. Il en va de même dans l'esprit de celui qui reporte toujours ce qui compte. De petites décisions laissées de côté deviennent de grands blocages invisibles. Sénèque appelait cela le plus grand gaspillage de la vie. Chaque jour qui passe nous est arraché. Et lorsque nous remettons à plus tard, nous échangeons le présent qui est certain contre un futur incertain. Alors, si quelque chose te dérange, règle-le. Commence par une seule chose en suspens. S'il y a une conversation difficile que tu évites, aie-la. S'il y a une décision à prendre, prends-la. Si tu attends la motivation pour lancer un projet qui n'a jamais vu le jour, arrête d'attendre. Agis, même sans en avoir envie. Tu n'as pas besoin de tout résoudre en une seule fois, mais tu dois commencer. Choisis une seule chose que tu repousses depuis des jours, des semaines ou même des années. Et fais le premier pas aujourd'hui, que ce soit un email, un appel, un plan, un oui ou un non. Cette semaine, affronte une chose en suspens par jour. Pas par précipitation, mais pour la légèreté que procure la sortie du cycle mental du « plus tard ». Parce que chaque chose repoussée est comme une ancre qui retient le bateau de ta vie, même quand les voiles sont déjà prêtes. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, « Fais ce que tu crains et la mort de la peur est certaine. N'attends pas l'inspiration, agis avec clarté. Le pouvoir réside dans le fait de commencer, le résultat vient au pas suivant. Et si tu es prêt à briser le cycle de la procrastination, écris ici dans les commentaires « Aujourd'hui, je fais ce qui doit être fait ». Cette décision répétée avec intention ne changera peut-être pas le monde en un jour, mais elle changera le cours de ton histoire, un acte à la fois. 4. Exprime tes émotions avec clarté. Il existe un lieu où ta confusion se transforme en clarté, où des pensées éparses prennent forme, où des sentiments mal compris commencent à s'aligner. Ce lieu, c'est le papier. Écrire n'est pas un luxe, c'est un acte d'hygiène mentale. C'est comme prendre une douche intérieure. Tu nettoies l'excès, tu réorganises le chaos, et tu donnes du sens à ce qui n'était qu'un bruit émotionnel. Beaucoup pensent qu'il faut avoir le journal parfait, le bon stylo, une belle écriture ou des phrases inspirantes. Mais le journal stoïcien n'est pas fait pour être montré, il est fait pour être ressenti. En réalité, le carnet importe peu, ce qui compte, c'est le geste. Ce qui compte, c'est de t'arrêter pendant 5 minutes et de sortir ce qui te bloquait à l'intérieur. Marc Aurèle faisait cela tous les jours. Il écrivait pour lui-même, pas pour impressionner, ni pour laisser un héritage, mais pour entraîner son esprit. Le livre Pensées pour moi-même était son journal intime, un dialogue sincère avec ses propres pensées, et il y écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Et cette force naît quand tu cesses de penser seulement avec la tête, et que tu commences à écrire avec l'âme. Écrire, ce n'est pas juste consigner des idées, c'est organiser le chaos. La science le confirme. Quand tu écris ce que tu ressens, tu actives le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la prise de décision, de la concentration et de la régulation émotionnelle. Une étude a démontré que mettre ses émotions sur papier réduit l'intensité du stress et augmente la sensation de clarté et de contrôle sur sa propre vie. C'est comme si, en écrivant, tu nettoyais un miroir embué et que tu pouvais enfin te voir clairement. Pense à tes pensées comme à des feuilles emportées par le vent. Si tu ne les organises pas, elles se perdent. Si tu ne leur donnes pas de nom, elles deviennent du bruit. Mais quand tu écris, tu ramasses ces feuilles
et tu les transformes en pages. Des pages qui racontent ton évolution, qui préservent ta lucidité et qui tracent la route de ta croissance. James Clear, auteur du livre Atomic Habits, note chaque jour ce qu'il a lu, ce qu'il a appris, même combien de pompes il a faites, pas par vanité, mais pour se rappeler qui il est en train de devenir. Parce que celui qui écrit avec intention renforce son identité. Tu commences à voir des schémas, des erreurs qui se répètent, des émotions qui reviennent. Et tu développes peu à peu une plus grande maîtrise de toi-même. Tu n'as pas besoin d'écrire des pages. Tu peux commencer par une ligne, noter une idée qui t'a touché, une erreur que tu ne veux plus commettre, une peur que tu veux dépasser, ou simplement ce que tu as appris aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que cette phrase soit la tienne, sincère, et écrite avec présence. Ce moment avec le papier est un miroir de l'âme. C'est là que tu cesses de fuir toi-même. C'est là que tu retrouves qui tu as été, que tu te reconnectes à qui tu es, et que tu sèmes les graines de ce que tu peux encore devenir. Pendant les 7 prochains jours, écris. Une ligne par jour, une pensée le matin, une réflexion le soir. Parce qu'écrire, c'est semer de la conscience, et tout changement durable naît de l'autoconscience. Si cette graine a déjà commencé à germer en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'écrire mon évolution. Et commence maintenant avec quelques mots, mais toute ta présence. Parce que lorsque tu écris ce que tu ressens, tu cesses de te perdre à l'intérieur et tu commences réellement à te transformer. 5. Nourris ton esprit chaque jour. Si tu n'es pas en train d'apprendre, tu es en train de stagner. Et la stagnation n'est pas du repos, c'est une régression déguisée en routine. Elle arrive lentement, sans prévenir, comme une petite fuite dans un bateau. Au début, elle semble inoffensive, jusqu'au moment où tu réalises que tu es en train de couler, dans la monotonie, l'apathie, cette sensation que les jours passent, mais que toi, tu ne bouges plus. Peut-être que tu as déjà ressenti cela. Comme si tu regardais ta propre vie de l'extérieur, en voyant les opportunités défiler, sans avoir la force de les saisir. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un manque de talent, c'est un signe clair que tu as cessé de grandir. Apprendre n'est pas un luxe. C'est une question de survie mentale. Et il ne s'agit pas seulement de livres ou de diplômes, mais de ta capacité à évoluer avec la vie, à te réinventer face aux défis. Pense à ton esprit comme à un muscle. Soit tu le défies chaque jour, soit il s'affaiblit et commence à répéter les mêmes schémas. Celui qui n'étudie pas ne grandit pas. Il tourne simplement en rond, comme une aiguille cassée jouant toujours la même note, jusqu'à ce que tout sonne pareil. Sénèque disait « Tant qu'on vit, il faut apprendre à vivre ». Et cela vaut pour tous les âges, toutes les étapes, tous les chemins. Car lorsque tu cesses d'apprendre, tu passes en pilote automatique. Tu réagis sans réfléchir, tu décides sans conscience, tu souffres sans comprendre pourquoi. Aujourd'hui, les neurosciences confirment ce que les stoïciens pratiquaient déjà. Une étude de l'université de Stanford a démontré que ceux qui continuent à apprendre développent ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils peuvent progresser avec de l'effort, même après un échec. Cette simple croyance réduit la peur de se tromper et augmente la volonté d'essayer à nouveau. Apprendre donc change ta façon de ressentir, de penser et d'agir. Mais pourquoi, malgré cela, tant de gens arrêtent d'apprendre? Parce qu'apprendre demande de l'effort et que le cerveau humain préfère la répétition au défi. Parce que nous vivons dans une ère de consommation passive où il est plus facile de faire défiler l'écran que de réfléchir. Et parce que le confort crée une addiction. Se limiter à ce que l'on sait déjà semble rassurant, mais à l'intérieur, cela ronge ton but, ralentit ton esprit et refroidit ta volonté. Imagine cela de manière concrète. Un entrepreneur qui arrête d'étudier le marché perd sa place. Un professionnel qui ne se met plus à jour devient remplaçable. Une relation où personne n'apprend à mieux communiquer devient une cohabitation mécanique. Et une personne qui cesse de se remettre en question commence à vivre une vie qui n'est même plus la sienne. Elle est juste là, par habitude. Mais rien ne fleurit dans l'habitude. Cela survit seulement. C'est pourquoi tu dois t'engager dans le mouvement. Tu n'as pas besoin de suivre une formation coûteuse, ni de changer de carrière aujourd'hui. Commence petit. Lis 10 pages d'un livre qui t'inspire. Regarde un cours qui remet en question ta vision du monde. Apprends quelque chose de nouveau avec quelqu'un de plus jeune,
ou de plus âgé. Et surtout, remets en question tes propres vérités. Demande-toi, et s'il y avait une meilleure façon de penser cela? Cette question ouvre des chemins, cette question désarme les croyances, et cette question posée avec courage te remet sur la route de la croissance. Car ce qui te bloque bien souvent, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est le manque de mouvement intérieur, et ce mouvement ne commence que lorsque tu décides de ne plus accepter de vivre à l'arrêt. Comme l'a dit Alvin Toffler, l'analphabète du XXIe siècle ne sera pas celui qui ne sait pas lire, mais celui qui ne sait pas apprendre, désapprendre et réapprendre. La connaissance est là, mais personne ne peut apprendre à ta place. Apprendre est un pacte avec ton avenir, et si tu veux un avenir différent, tu dois apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas apprendre cette semaine? Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de grandir. Parce que celui qui choisit de grandir chaque jour construit une vie où les résultats deviennent des conséquences et non plus des hasards. 6. Ton repos est tout aussi important que ta discipline. Tu veux te lever tôt, mais tu n'arrives pas à sortir du lit. Tu veux avoir de l'énergie et de la concentration, mais tu es constamment fatigué. Tu veux des résultats, mais tu continues d'ignorer ce qu'il y a de plus basique. Ton corps a besoin de repos. Le problème ne se trouve pas seulement dans les matins difficiles, mais dans la façon dont tu termines ta journée. Tu exiges de la performance d'un esprit épuisé. Tu veux de la clarté émotionnelle alors que ta biologie est en train de s'effondrer. Mais il n'y a aucun miracle qui remplace le sommeil, parce que le sommeil n'est pas une pause, c'est le centre de ton réalignement mental. Pendant la nuit, ton cerveau organise tes souvenirs, régule tes hormones, ajuste ton humeur et renforce ta capacité à prendre des décisions. C'est comme un centre de commande, en pleine maintenance pendant que tu te reposes. Mais lorsque tu négliges ce processus, c'est comme oublier de recharger la batterie, puis reprocher au téléphone de s'éteindre. Tu demandes à ton esprit d'être présent, mais tu vis en mode économie d'énergie. Sénèque mettait déjà en garde contre cela, des siècles avant que la science ne le confirme. Les hommes craignent la mort, mais ils s'enterrent eux-mêmes petit à petit, dans des nuits sans sommeil, des distractions inutiles et un travail sans sens. Et c'est exactement ça. Chaque nuit mal dormie, c'est une part de toi qui s'éteint. Tu perds de l'énergie, oui, mais tu perds aussi de la lucidité, de la clarté et ton pouvoir de choisir. Bien dormir, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une stratégie. C'est respecter ton corps comme l'instrument de ton évolution. Sénèque recommandait des marches silencieuses au coucher du soleil, des contemplations profondes, et l'habitude d'apprendre à l'esprit à s'apaiser, car il savait qu'aucune âme agitée ne trouve la paix, ni en dormant, ni en vivant. Marc Aurèle faisait de même. Avant de dormir, il écrivait à la lueur de la lampe à huile, il revisitait ses actions, ses erreurs, ses décisions. C'était un rituel simple mais puissant, parce qu'il terminait la journée avec conscience, et non dans la précipitation. Tu n'as pas besoin d'applications coûteuses ni de matelas intelligents, tu as besoin d'intention. Crée ton propre rituel. Éteins les écrans 1 heure avant, lis quelque chose qui élève ton esprit, fais une prière, écris une phrase dans ton journal, respire, remercie. Ferme les yeux avec légèreté, pas avec anxiété. Parce que bien dormir, ce n'est pas de la paresse, c'est de la préparation. C'est toi qui dis « Je me respecte trop pour me saboter sur ce détail fondamental ». Et si cette décision est en train de naître en toi, écris en commentaire « Ce soir, je dors comme quelqu'un qui veut bien vivre ». Parce que chaque matin puissant commence par une nuit bien terminée, et chaque résultat solide naît du choix silencieux de se reposer avec dignité. 7. Commence à prendre le contrôle de ta routine. Pour les stoïciens, le contrôle n'était pas de la rigidité, c'était de la sagesse en action. C'était savoir comment gérer ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on désire. Et ce contrôle va bien au-delà des tableaux Excel, des heures chronométrées ou du temps passé sur les réseaux sociaux. Il s'agit de tempérance, la capacité d'utiliser ta force intérieure pour évoluer au lieu de te saboter. La forme de contrôle la plus ignorée, c'est l'insatisfaction. Se plaindre peut sembler un soulagement, mais bien souvent, ce n'est qu'une addiction émotionnelle déguisée en sincérité. Plus tu te plains, plus tu renforces l'idée que tu es impuissant. Mais chaque fois que tu agis malgré l'inconfort, tu récupères ton pouvoir.
Ceux qui se plaignent ne cherchent pas toujours une solution. Parfois, ils cherchent juste une excuse pour rester immobile. Pense à cela. Tu es en pleine mer, sur un bateau troué. Tu peux passer la journée à blâmer le trou, le vent ou celui qui a construit le bateau. Ou tu peux attraper un seau et commencer à écoper, même sans savoir si tu atteindras la terre ferme. La plupart choisissent de se plaindre et coulent. Ceux qui choisissent d'agir se renforcent. La deuxième forme de contrôle est invisible mais dévastatrice, le contrôle des attentes. Tu dis « je ne m'attendais pas à ça », comme si le monde devait être prévisible. Marc Aurèle écrivait « tout ce qui arrive était attendu par celui qui a compris la nature de la vie ». Autrement dit, si tu attends une stabilité constante, tu crées un piège émotionnel. Tu espérais que l'autre serait plus gentil, que la journée serait légère, que le plan fonctionnerait du premier coup. Et quand la réalité ne suit pas le scénario que tu avais écrit, tu te frustres. Mais la réalité n'a jamais été faite pour satisfaire des désirs. Elle existe pour être affrontée avec lucidité. Celui qui a du contrôle espère le meilleur, mais se prépare avec courage au pire. Un autre type de contrôle se trouve dans la bouche, ou plutôt dans ce que tu choisis d'en faire sortir. Parler sans réfléchir est l'une des formes les plus dangereuses d'auto-sabotage. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. » Se défouler peut soulager, mais peut aussi empoisonner. Toutes les pensées ne méritent pas de devenir paroles. Et que dire du contrôle des impulsions? Ce moment soudain où tu veux tout abandonner, cette réponse acide que tu t'apprêtes à lancer, cette envie pressante de prouver que tu as raison. L'impulsion est le saboteur de tes résultats. La tempérance, c'est respirer avant de réagir. C'est comprendre que le contrôle n'est pas une faiblesse émotionnelle, mais une force stratégique. Il existe encore un contrôle plus silencieux que tous les autres, celui de la narration intérieure. Tu peux dire « je suis comme ça » ou bien « je suis en train d'apprendre à être différent ». Ce choix change tout, parce que ce que tu répètes devient ton identité, et une identité répétée devient un destin, même inconsciemment. Mais attention, vivre dans le contrôle ne veut pas dire vivre figé. Ce n'est pas réprimer ses émotions, faire semblant que rien ne t'atteint, ou refuser tout plaisir. C'est savoir choisir en pleine conscience, c'est céder quand tu le veux, et non parce que tu es incapable de résister. C'est comprendre que tout n'est pas sous ton commandement, mais ta réponse, elle, l'est. Et cela change tout. Dans les 7 prochains jours, pratique une nouvelle forme de contrôle. Remplace le cri par le silence, la plainte par l'action, l'impulsion par une pause consciente. C'est ça le vrai pouvoir de la tempérance. Une force calme mais ferme, capable de réorganiser le chaos intérieur. Si cette force commence déjà à s'éveiller en toi, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de vivre avec contrôle. Parce que ce n'est pas ce qui arrive à l'extérieur qui détermine tes résultats, c'est ce que tu fais avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et la vérité, c'est que tu peux commencer maintenant. Apporter ce changement à ta routine, te pardonner pour ce que tu n'as pas su faire hier, et comprendre que tes erreurs ne te définissent pas, elles faisaient simplement partie du chemin qui t'a mené jusqu'ici. Peut-être que, pendant cette vidéo, tu as pensé « Je sais que j'ai besoin de ça, mais est-ce que j'y arriverai ?» C'est cette question qui sépare ceux qui souhaitent de ceux qui changent vraiment. Parce que ce qui transforme ta vie, ce n'est pas savoir quoi faire. C'est le faire, même quand tu ne te sens pas encore prêt, même avec peur, même avec doute. Tu es plus fort que tu ne le penses. Les stoïciens le savaient. Notre plus grand pouvoir, c'est la capacité de changer ce que nous pensons, comment nous réagissons et ce que nous choisissons. Marc Aurèle, à la tête du plus grand empire du monde, entraînait son esprit grâce à la philosophie stoïcienne. Sénèque, malgré sa richesse, pratiquait l'inconfort volontaire pour préserver sa liberté intérieure. Épictète, sans aucune possession matérielle, nous rappelait que le vrai pouvoir est de vivre avec intention et non par impulsion. Ces habitudes stoïciennes ne sont pas des tâches à cocher pour avoir l'air plus productif. Ce sont des chemins pour retrouver la direction, restaurer ta force et redonner du sens à ta vie. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, mais tu dois décider quelle vie a encore du sens et laquelle est déjà prête à être laissée derrière. Parce que les résultats commencent quand tu crois en toi et que tu agis avec clarté. Choisis une habitude et commence aujourd'hui. Une seule action maintenant peut t'emmener bien plus loin que tu ne l'imagines.
Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage avec quelqu'un qui a aussi besoin de retrouver son rythme. Merci de ton écoute. As-tu déjà remarqué comment parfois un seul moment suffit à tout gâcher? Tu passes des jours à bien agir, à essayer de rester calme, à contrôler tes émotions, à faire de ton mieux. Mais il suffit d'un faux pas, d'une réaction impulsive, et tout s'écroule. La paix disparaît, le contrôle t'échappe, et tu as l'impression de régresser à nouveau. Mais tu n'es pas ta dernière réaction, et tu n'as plus besoin de vivre en mode automatique, à te saboter toujours de la même manière. Le stoïcisme montre une issue. Il t'apprend à regarder tes émotions sans peur, à traverser ce que tu ressens avec fermeté et à garder le cap, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. 9 leçons pratiques pour renforcer ton esprit, retrouver de la clarté et répondre à la vie avec plus de présence, et non plus par impulsion. Cela vaut pour les grands moments de difficulté, mais aussi pour les petits tests du quotidien. Une critique qui te prend de court, une conversation tendue, ou cet instant de pression où tout dépend de ta posture. Si tu es prêt à faire ce changement, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, rien ne m'atteint, je suis stoïque ». Parce que lorsque tu fortifies ton esprit, même le chaos perd de sa force. On commence. 1. Apprends à ressentir sans te noyer. Tout ce que tu ressens ne doit pas forcément devenir une action, et toute émotion ne mérite pas d'être suivie. Et c'est précisément là que commence le pouvoir de la distanciation émotionnelle. Les stoïciens ne voulaient pas que tu réprimes ce que tu ressens. Ils savaient que les émotions font naturellement partie de l'expérience humaine, mais ils savaient aussi que, si tu n'apprends pas à les observer avec clarté, elles prennent le contrôle de ton comportement et t'éloignent de ton essence. T'est-il déjà arrivé d'être submergé par la colère au point de dire quelque chose que tu as ensuite regretté, ou d'être paralysé par la peur alors que tu savais que tu devais agir? L'émotion arrive comme un coup de vent violent, intense, désorganisé, urgent. Et si tu n'es pas attentif, elle prend le volant. Pratiquer la distanciation émotionnelle, c'est apprendre à faire un pas en arrière, à l'intérieur de toi. C'est sortir de l'œil du cyclone et te placer dans la position d'observateur de ton propre esprit. Marc Aurèle le décrivait parfaitement. Observe les émotions comme des nuages qui passent dans le ciel de ton esprit. Tu les vois, tu reconnais qu'elles sont là, mais tu comprends qu'aucune d'elles n'est permanente. Et plus importante encore, aucune ne définit qui tu es. Imagine-toi au cœur d'un conflit. La colère monte, ton orgueil est blessé, l'impulsion grandit. À ce moment-là, au lieu de réagir automatiquement, tu inspires profondément et tu te demandes « Qu'est-ce que je ressens exactement, là, maintenant ?» Tu nommes l'émotion, sans la juger, sans la nier, et seulement ensuite, tu choisis comment agir. Dans ce bref instant, tu cesses d'être gouverné par la situation, et tu reprends le contrôle. La tristesse peut venir, mais tu ne te noies pas. La peur peut frapper, mais tu continues d'avancer. La colère peut hurler, mais c'est toi qui choisis le ton de ta réponse. Cette capacité ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit dans les petits instants. Quand quelqu'un te parle avec agressivité et que tu choisis le silence. Quand quelque chose tourne mal et qu'au lieu de blâmer le monde, tu respires et tu réorganises. Ou quand tu te sens sous pression, mais que tu gardes malgré tout une posture ferme et sereine. Et cela ne te rend pas froid, cela te rend présent. Parce qu'en pratiquant la distanciation émotionnelle, tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que ton esprit tente de les déformer dans les moments de tension. Tu cesses d'être une marionnette de tes sentiments et tu deviens l'auteur de tes actions. Tu t'éloignes de l'impulsion et tu te rapproches de la sagesse. Tu réponds avec maturité et tu évites les regrets qui viennent après l'explosion. Fais ce test cette semaine. Lorsque quelque chose te touche, ne te demande pas seulement « qu'est-ce que je ressens ?», mais aussi « est-ce que cette émotion reflète la réalité ? Ou est-ce une interprétation exagérée de mon esprit ?» Cette question est un portail. Elle t'ouvre un état de présence, de conscience, d'équilibre. Parce que, comme l'enseignaient les stoïciens, se détacher de l'émotion, ce n'est pas se détacher de la vie. C'est la façon la plus sage et la plus authentique de la vivre, avec force, clarté et liberté. 2. Maîtrise ta réaction avant toute action.
Pour les stoïciens, contrôler sa propre réaction n'est pas une astuce mentale, mais une forme de respect envers soi-même. Parce que lorsque tu réagis sous l'impulsion, c'est le monde extérieur qui dicte ton état intérieur. Mais lorsque tu choisis ta réponse, c'est toi qui décides de la direction de ta propre vie. Et la vérité est simple, n'importe qui peut garder son calme quand tout va bien. Mais la vraie vie, ce n'est pas le calme, c'est les défis inattendus, les paroles blessantes, les journées où tout semble aller de travers. C'est là que ta force commence à être testée, non pas par l'absence d'émotions, mais par la façon dont tu choisis de les gérer. Imagine la scène. Quelqu'un te provoque, te manque de respect, te juge sans connaître ton histoire. Ton corps se crispe, ton esprit se tend, et tout en toi réclame une réaction. C'est à ce moment-là que tu as un choix, répéter le cycle ou le briser. La plupart des gens, face à un problème ou une provocation, sont fiers de répondre tout de suite, mais ne réalisent pas qu'en faisant cela, ils remettent leur équilibre entre les mains des autres. Maîtriser sa réaction ne signifie pas étouffer ce que tu ressens, mais ressentir pleinement. La colère, la peur, l'anxiété, l'orgueil, et malgré tout, ne pas laisser ces émotions décider à ta place. Comme le disait Sénèque, si tu es dominé par la colère, même si tu as raison, tu as déjà perdu. Parce que lorsque l'émotion crie trop fort, la clarté se tait. La maturité commence quand tu apprends à faire une pause. Pas pour fuir, mais pour te protéger de décisions qui pourraient te coûter ta paix. Cette pause n'a pas besoin d'être longue. Parfois, 3 secondes suffisent. 3 secondes pour respirer, te repositionner et choisir une réponse que tu ne regretteras pas plus tard. Et ce choix change le cours de la conversation, le ton de ta voix, la manière dont tu te perçois, la façon dont tu interprètes chaque situation. Parce qu'à chaque fois que tu maîtrises ta propre réaction, tu te rappelles à toi-même « Je suis aux commandes. Je suis maître de moi-même. » Au début, cela peut te sembler étrange. Il y aura des jours où l'impulsion sera plus forte. Mais avec le temps, tu comprendras que la véritable force ne réside pas dans la rapidité de la réaction, mais dans sa justesse. Tu cesseras de te justifier pour tout, de t'impliquer dans des conflits stériles, de gaspiller ton énergie pour ce qui ne te construit pas. Tu comprendras que garder ton centre n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu n'as rien à prouver et que ta paix vaut bien plus que de gagner une dispute. La prochaine fois que tu sens la colère monter, souviens-toi, tu n'es pas obligé de répondre sur le même ton. Tu peux respirer, tu peux réfléchir, tu peux choisir, et c'est dans ce choix que réside ta véritable force. 3. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. Une grande partie de ton anxiété vient de cette habitude de vouloir contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Le comportement des autres, le résultat d'un projet, la reconnaissance qui n'arrive jamais, l'opinion des gens, l'avenir incertain. Tu essaies d'anticiper, d'éviter, d'ajuster tout, comme si la vie obéissait à tes calculs, mais elle n'obéit pas. Et c'est là que commence la souffrance. Tu t'épuises à essayer de changer l'incontrôlable et tu négliges justement ce que tu peux transformer, toi-même. La philosophie stoïcienne nous invite à poser une question essentielle face à n'importe quelle situation. Qu'est-ce qui, ici, dépend uniquement de moi? Cela peut sembler simple, mais cette question a le pouvoir de te libérer. Parce que lorsque tu diriges ton énergie vers ce qui est à ta portée, ton esprit cesse de lutter contre la réalité et commence à agir avec clarté. Tu ne peux pas contrôler comment quelqu'un va te traiter, mais tu peux contrôler ta façon de réagir. Tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé hier, mais tu peux choisir comment agir aujourd'hui. Tu ne peux forcer personne à reconnaître ta valeur, mais tu peux préserver ta dignité, même face au silence ou au rejet. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Le monde extérieur est imprévisible, mais le monde intérieur peut être entraîné, et c'est cette distinction qui transforme ton état d'esprit. Concrètement, tu commences à vivre plus légèrement. Face à un problème, tu n'entres pas en panique, tu observes. Tu identifies ce qui est entre tes mains et tu lâches prise sur ce qui ne l'est pas. Et cela, ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Tu ne deviens pas indifférent, tu deviens sélectif. Tu choisis avec plus de conscience où mettre ton énergie, ton attention, ton temps. Et peu à peu, ton esprit cesse de tourner en rond et commence à avancer en ligne droite. Tu veux un exercice simple. Quand quelque chose t'inquiète, écris. Fais 2 colonnes.
ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ensuite, engage-toi uniquement envers la première, parce que c'est là, et seulement là, que ton action a un vrai pouvoir. Tu vas vite te rendre compte que beaucoup de tes peurs n'étaient que des projections, que de nombreux conflits venaient de ta tentative de contrôler le comportement des autres, et que la plupart de ton épuisement venait de cette illusion, celle que tout est sous ton contrôle. Mais ce n'est pas le cas, et accepter cela, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas renoncer aux personnes autour de toi, à tes projets ou à tes relations. C'est ton émotionnel qui gagne en force, c'est ta capacité à exercer ton autodiscipline, c'est ta maturité qui se construit. La prochaine fois que quelque chose t'ébranle, respire et demande-toi « Qu'est-ce que je peux transformer là-dedans par mes propres actions ?» Si la réponse est « rien », lâche prise. Si la réponse est « quelque chose », alors agis avec lucidité et pratique cela tous les jours, parce que ta liberté commence exactement ici, quand tu cesses de lutter contre ce qui est et que tu commences à agir sur la personne que tu es en train de devenir. 4. Cesse de te sentir offensé. Commence à te renforcer. Toute douleur ne vient pas pour te détruire, certaines viennent pour révéler. Et les offenses, aussi dures soient-elles, ont ce pouvoir, montrer où se trouvent encore des blessures en toi. La majorité des gens réagit à une critique par la colère, le repli, la justification ou la rancune. Mais le stoïcisme nous invite à quelque chose de bien plus puissant, transformer l'inconfort en miroir. Quand quelqu'un t'attaque, la réaction la plus naturelle est de te défendre. Mais si tu as le courage de respirer profondément et de te demander « Pourquoi cela m'a-t-il autant touché ?», tu pourrais y trouver un point de croissance. Parfois, la douleur révèle un ego trop gonflé. Parfois, elle touche une insécurité que tu caches. Parfois, elle expose une partie de toi qui a encore besoin d'être renforcée. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas te sentir lésé, et tu ne le seras pas. Ne te crois pas offensé, et tu ne l'es pas. Cela ne signifie pas ignorer toutes les pierres qu'on te lance, mais apprendre à filtrer. Faire la différence entre une méchanceté gratuite et ce qui, même de façon maladroite, peut te faire évoluer. L'offense ne te détruit que si tu lui donnes ce pouvoir. Sinon, elle devient un carburant pour ta connaissance de toi-même. Si quelqu'un te traite d'arrogant, tu peux t'offenser, ou bien enquêter. Est-ce que parfois je me ferme trop ? Est-ce que ma manière de communiquer laisse transparaître quelque chose que je ne perçois pas ? Si quelqu'un te critique avec dureté, tu peux répondre sur le même ton. Ou bien utiliser cela comme thermomètre, cette douleur vient-elle de l'injustice de l'autre ou de mon besoin constant d'être validé ? Ce changement d'attitude ne t'affaiblit pas, au contraire, il te renforce. Parce qu'au lieu de dépendre de l'approbation des autres pour te sentir bien, tu commences à te construire de l'intérieur. Et l'opinion d'autrui cesse d'être une sentence pour devenir simplement une information que tu peux utiliser ou ignorer. Évidemment, toute critique ne mérite pas ton attention. Très souvent, l'autre projette sur toi sa propre frustration, mais même cela peut t'apprendre à ne pas porter ce qui ne t'appartient pas, à ne pas importer les émotions négatives des autres en toi, à te protéger sans t'endurcir, à préserver ta bonté, à garder ta clarté même quand on essaie de t'embrouiller. Quand tu apprends à utiliser chaque provocation comme un point d'observation, ton estime de toi se renforce vraiment, parce qu'elle ne dépend plus des compliments mais de ta propre lucidité. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te blesser avec des mots, ne réagis pas en pilote automatique. Regarde à l'intérieur, demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce que cela révèle sur moi ? Si cela t'apporte un apprentissage, utilise-le. Mais si ce n'est qu'un bruit de fond, laisse-le passer. C'est ainsi que tu grandis. C'est ainsi que tu transformes la douleur en clarté, la critique en force, l'attaque en maturité. Et peu à peu, tu te rends compte que les autres n'ont plus le pouvoir de te déstabiliser, de te blesser ou de te faire te sentir inférieur. Parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu as juste besoin de continuer à évoluer, de l'intérieur vers l'extérieur. 5. Fais du silence ta meilleure défense. Dans un monde qui crie, savoir se taire est un acte de puissance. Le silence stratégique n'est pas l'absence de réponse, c'est la présence de la conscience. C'est le choix de ne pas entrer dans des batailles qui ne te construisent pas, de ne pas réagir aux provocations qui ne cherchent qu'à t'entraîner vers le bas, de ne pas donner d'explications à ceux qui ont déjà décidé de ne pas t'écouter. Les stoïciens
comprenaient cela comme un exercice de force intérieure. Pour eux, la maîtrise de soi ne se mesurait pas à la quantité de mots prononcés, mais à la capacité de ne parler que lorsque c'est nécessaire. Marc Aurèle disait « S'il est possible de parler avec justice, alors parle. Sinon, garde le silence. » Et ce choix, si simple en apparence, peut t'épargner des tensions inutiles, des regrets futurs et des dialogues qui ne font qu'alimenter le chaos. Combien de fois t'es-tu retrouvé à vouloir te justifier face à quelqu'un qui ne cherchait même pas à comprendre, ou à répondre sous l'impulsion, pour ensuite te rendre compte que tu avais gaspillé ton énergie dans ce qui ne méritait aucune réponse. Le silence, lorsqu'il est utilisé en pleine conscience, est un bouclier. Il te protège du bruit des autres, et du tien aussi. Il te donne le temps de respirer, d'observer et, si nécessaire, d'agir ensuite, avec lucidité. Pratiquer le silence stratégique, c'est comprendre que toute opinion n'a pas besoin d'être partagée, que toute attaque ne mérite pas une défense, et que toute critique ne mérite pas ton attention. C'est reconnaître que ton énergie est précieuse et qu'elle ne doit pas être gaspillée dans des conversations qui ne mènent nulle part. Garder le silence face à une provocation n'est pas une faiblesse, c'est savoir que tu n'as rien à prouver. C'est avoir assez de confiance pour ne pas réagir. C'est donner plus de valeur à ta paix intérieure qu'à ton besoin d'avoir raison. Et plus encore, le silence te donne un avantage. Pendant que les autres parlent trop, toi tu écoutes. Pendant qu'ils réagissent, toi tu observes. Et dans cet espace, tu gagnes de la clarté sur ce qui se passe vraiment, et sur ce qui mérite ou non ta présence. Sur les réseaux sociaux, dans les groupes, dans les conflits familiaux ou professionnels, ce silence devient un filtre. Tu apprends à choisir plus soigneusement ce à quoi tu réponds, comment tu réponds, et si cela mérite même une réponse. Et ce faisant, tes mots prennent plus de poids, parce qu'ils viennent d'un lieu d'équilibre et non d'un réflexe impulsif. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, ou que tu te sentiras pressé de répondre immédiatement, essaie de retenir, observe, respire. Demande-toi, cette réponse va-t-elle construire quelque chose ou simplement alimenter le conflit? Si ce n'est pas utile, ne dis rien, parce qu'un silence bien placé est plus intelligent que 1000 arguments. Avec le temps, tu comprendras que le silence n'est pas une absence. C'est une présence plus subtile, une déclaration silencieuse que tu as choisi de ne pas perdre ta paix, ni pour quelqu'un, ni pour rien. 6. Arrête de réagir comme si tout devait durer pour toujours. Ce que tu ressens maintenant ne sera pas ce que tu ressentiras pour toujours. La colère qui semble incontrôlable aujourd'hui, demain, te paraîtra peut-être exagérée. Le poids de ce qui t'a blessé, de cette parole qui t'a heurté, de cette frustration qui t'a fait perdre ton équilibre, tout cela change. Et quand tu comprends vraiment cela, ton impulsion de réagir commence à perdre tout son sens. Marc Aurèle disait « Pense à la rapidité avec laquelle les choses passent et disparaissent à notre vue. Car toute substance est comme un fleuve en mouvement constant. Rien n'est stable. » Cette image du fleuve est puissante. Elle nous rappelle que tout dans la vie est en mouvement permanent, y compris les émotions. Souvent, nous réagissons comme si tout était définitif, comme si cette offense était impardonnable, comme si cette erreur était irréversible, comme si cette situation allait durer pour toujours. Mais ce n'est pas le cas. La vie est faite de cycles. Des phases commencent et se terminent sans te demander la permission. Et si tu n'apprends pas à regarder cela avec clarté, tu vas t'accrocher à ce qui est déjà en train de partir, ou paniquer face à ce qui n'est même pas encore arrivé. Le déséquilibre émotionnel, dans ces moments-là, coûte cher. Tu dis ce que tu ne voulais pas dire, tu prends des décisions que tu n'avais pas besoin de prendre, et tu te retrouves avec des conséquences bien plus lourdes que l'émotion qui les a causées. Mais quand tu te souviens que tout est passager, tu gagnes en conscience. La conscience de respirer avant d'exploser, la conscience d'observer avant de juger, et la conscience de comprendre que cette sensation, qui te paraissait être la fin, n'était en réalité qu'une vague de plus qui passait dans le fleuve. Le stoïcisme nous enseigne que la douleur passe, la joie aussi. Et c'est pour cela que l'équilibre ne réside pas dans le fait d'éviter ce que tu ressens, mais dans le fait de ne t'attacher à rien comme si c'était éternel. Rappelle-toi, ton esprit change, ton corps change, les gens changent, et la vie change sans cesse. Rien de ce que tu vis en ce moment n'est figé, ni la crise,
ni cette sensation de perte, ni la peur de l'avenir. Et quand tu comprends cela profondément, ton attachement au contrôle diminue, ta peur diminue et ta réactivité diminue aussi. Tu commences à vivre avec plus de paix, non pas parce que le monde extérieur est devenu plus prévisible, mais parce que tu as cessé d'exiger que tout soit permanent. Tu as cessé de te battre contre le courant et tu as commencé à avancer avec lui. La prochaine fois que quelque chose t'ébranlera, souviens-toi, cette émotion va passer, cette tension va passer, ce jour aussi va passer. Mais ce que tu feras avec lui, ce que tu choisiras de nourrir, cela, oui, peut rester comme apprentissage ou comme regret. Choisis avec conscience. 7. Place ton âme en priorité. Prends-tu soin de ton esprit avec la même dévotion que tu accordes à ton corps? Ou tu ne penses à ta santé mentale que lorsque tu es déjà au bord de l'effondrement? Pour les stoïciens, prendre soin de l'esprit était aussi essentiel que respirer. Ils savaient que le monde extérieur est instable, chaotique, imprévisible, mais que le monde intérieur peut être cultivé, renforcé, entraîné. Et que sans ce soin quotidien, tu deviens fragile face à la moindre tempête. Le soin mental n'est pas un luxe, c'est une discipline. C'est ce qui te permet de répondre avec calme quand tout autour de toi semble hors de contrôle. C'est ce qui empêche ton esprit d'être kidnappé par des pensées négatives, des pressions extérieures ou des exigences intérieures qui n'ont plus aucun sens. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas pour être lu, mais pour se comprendre lui-même. Il réfléchissait à ses erreurs, évaluait ses émotions et renforçait ses principes comme un guerrier qui aiguise son épée avant la bataille. Tu peux faire la même chose. Réserver quelques minutes par jour pour observer ce que tu penses. Questionner ce qui t'inquiète, filtrer ce qui te nourrit et relâcher ce qui t'empoisonne. Le soin mental, c'est ça. Apprendre à fermer la porte aux pensées inutiles, respirer profondément au milieu de la précipitation, créer de petites pauses pour recharger l'esprit et retrouver ton équilibre. C'est aussi mieux choisir les personnes que tu fréquentes, ce que tu consommes, à quelle voix tu donnes de l'espace dans ta tête. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais de protéger ton espace intérieur comme on protège quelque chose de sacré. Tu veux une habitude simple mais puissante? Chaque jour ne serait-ce qu'un paragraphe écrit sur ce que tu as ressenti, ce que tu as appris ou tu as trébuché et ce que tu veux améliorer. C'est un exercice personnel, un exercice pour réfléchir encore et encore aux questions importantes, pour te souvenir de tes schémas, de tes objectifs, pour revoir les situations où tu n'as pas agi selon tes valeurs et apprendre à formuler tes pensées de mieux en mieux. Ce journal devient un miroir et avec le temps, il te montre à quel point tu avances, même quand tu as l'impression de stagner. Évite aussi de te surcharger d'informations. Trop de nouvelles, trop de réseaux, trop de voix, tout cela pèse sur ton esprit. Crée des moments de silence, de réflexion. Ton esprit a besoin d'espace pour respirer. Et tu mérites cette paix. Au fond, prendre soin de sa santé mentale est un acte de courage. Le courage de se prioriser, de s'écouter, d'arrêter de courir sans direction et de commencer à marcher avec conscience. La prochaine fois que tu te sentiras englouti par le rythme du monde, arrête-toi, ferme les yeux, respire profondément et demande-toi « De quoi mon esprit a-t-il besoin maintenant ?» Puis donne-lui cela. Ce ne sera pas toujours une réponse, parfois ce sera une pause. Ce ne sera pas toujours un effort, parfois ce sera du repos. Parce qu'un esprit bien soigné ne perd pas son équilibre facilement, et celui qui investit dans la paix intérieure vit avec plus de force à l'extérieur. 8. Entoure-toi de ceux qui apportent la paix, pas la tension. Tu peux avoir l'esprit le mieux entraîné du monde, mais si tu vis entouré de voix chaotiques, ton équilibre ne tiendra pas longtemps. L'environnement est plus puissant qu'il n'y paraît. Il influence tes pensées, ton humeur et même la manière dont tu réagis face aux difficultés. Les stoïciens le savaient. Ils enseignaient que peu importe ta force intérieure, le milieu dans lequel tu vis façonne la qualité de ton attention et de ton énergie. C'est pourquoi ils défendaient un choix conscient, se rapprocher de ceux qui te renforcent et limiter l'accès à ceux qui continuellement te déséquilibrent. On ne s'en rend pas toujours compte, mais on absorbe l'état émotionnel des personnes qui nous entourent. Vivre avec des personnes anxieuses, négatives, agressives ou réactives, c'est comme marcher dans un champ de mines.
tu ne sais jamais quand tu devras te défendre. Et vivre sur la défensive, petit à petit, épuise ta paix. À l'inverse, quand tu t'entoures de personnes qui cultivent la sérénité, le respect et la maturité émotionnelle, quelque chose en toi commence à se réorganiser. Tu respires mieux, tu parles avec plus de légèreté, et tu sens que tu peux être pleinement toi-même, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Entoure-toi de gens qui ne nourrissent pas de conflits inutiles, qui savent t'écouter sans juger, qui partagent des idées, pas des ragots, et qui t'élèvent par leur simple présence, même dans le silence. Le stoïcisme enseigne que les amitiés sincères, basées sur des valeurs, sont une source puissante d'équilibre. Et en même temps, il t'invite à reconnaître avec lucidité les relations qui ne te font plus de bien. Il ne s'agit pas de couper des liens avec froideur, mais d'apprendre à poser des limites avec respect. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de te protéger toi-même. Observe comment tu te sens après certaines rencontres. Es-tu plus léger, plus centré, ou bien plus fatigué et rempli de doutes? Apprends à écouter ce signal. Il révèle ce que ton esprit a déjà compris, même si ton cœur résiste encore à l'accepter. Valorise les liens qui respectent ton temps, ta vérité et ta tranquillité. Fréquente ceux qui t'inspirent à grandir, pas ceux qui t'obligent à te défendre sans cesse. Et surtout, sois toi aussi ce genre de personne. Celle qui arrive avec douceur, qui écoute avec attention et qui ne répand pas du venin, mais de la présence. Au fond, personne n'est fort tout seul, tout le temps. La paix que tu cultives en toi doit aussi être protégée autour de toi. Et cela commence par les choix que tu fais, avec qui tu marches, avec qui tu échanges, avec qui tu partages ton temps. Entoure-toi de ceux qui préservent la paix et deviens un gardien de cette paix partout où tu vas. Parce que le bon environnement ne se contente pas de soutenir ta force intérieure, il la multiplie. 9. Devenir observateur t'apporte de la clarté. Quand la vie te serre, l'esprit s'agite. Tu veux des réponses immédiates, des solutions rapides, un soulagement face à l'inconfort. Mais c'est justement dans ce tourbillon que réside le risque. Réagir par impulsion, décider dans la précipitation, voir à travers des filtres déformés. Pour les stoïciens, le premier pas face à tout défi n'est pas d'agir, mais d'observer. Non pas comme quelqu'un qui ignore le problème, mais comme quelqu'un qui refuse d'être avalé par lui. Marc Aurèle recommandait de regarder chaque difficulté comme une pièce de théâtre. Tu es sur scène, en train de vivre la scène, mais tu es aussi capable de te placer dans le public et d'observer. Voir les faits avec plus de recul, te voir toi-même avec plus de clarté. Cette posture, c'est ce qu'on appelle la conscience élargie. C'est quand tu ne te confonds pas avec la peur, ni ne te perds dans la colère. C'est quand tu respires, que tu fais un pas en arrière à l'intérieur et que tu te demandes « Que se passe-t-il vraiment ici? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ces pensées sont des faits ou des interprétations ?» Quand tu fais cela, quelque chose change. Le problème est toujours là, mais son poids diminue. Et dans ce processus, tu commences à comprendre qu'une grande partie de la souffrance vient de la manière dont tu interprètes ce qui arrive, pas seulement de ce qui arrive en soi. En te plaçant comme observateur, tu gagnes du temps pour réfléchir, pour comprendre, pour agir avec sagesse au lieu de précipitation. Et avec ce temps, vient aussi la lucidité de reconnaître ce qui est entre tes mains et ce qui doit simplement être accepté. Tu arrêtes d'essayer de tout contrôler et tu commences à mieux choisir tes batailles. Tu cesses de prendre des décisions juste pour soulager l'inconfort du moment et tu commences à décider en fonction de ce qui compte vraiment. Cette pratique est simple mais puissante. La prochaine fois que quelque chose te frustre, avant de réagir, fais une pause. Imagine que tu es en train de t'observer de l'extérieur. Observe ta posture, tes pensées, ta respiration. Regarde la scène comme si tu conseillais un ami, et non comme si tu étais en train d'être attaqué. Ce changement de perspective apporte du calme, enlève le poids du drame et ouvre un espace pour des solutions plus intelligentes, des réponses plus alignées avec tes valeurs. Parce qu'il est facile de se perdre quand on est au cœur de la tempête. Ce qui est difficile et grand, c'est de réussir à élever son niveau de conscience au milieu de la douleur. Celui qui y parvient ne vit pas dans la réactivité. Il vit éveillé. Il ne se laisse pas traîner par ses émotions, mais avance avec plus de légèreté intérieure. Et même quand tout semble flou, il parvient encore à voir où il peut grandir.
J'espère que cette vidéo t'a aidé à renforcer ton esprit, à vivre avec plus de conscience et à te reconnecter avec ce qu'il y a de meilleur en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Courage stoïque ». Abonne-toi, mets un like, laisse un commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Merci de ton écoute.